Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi, pour obtenir une éducation, on doit aller chercher ça dans un établissement fermé, isolé de la communauté, aller dans des salles de classe d'une trentaine d'élèves, avec un professeur, des tables individuelles ou doubles, placées en rangée, faisant face à cet instituteur? Pourquoi est-ce qu'on a des structures temporelles très rigides? On a 1 heure d'anglais, 1 heure d'arabe, 1 heure de mathématiques, tout ça séparé par une sonnerie. Pourquoi est-ce qu'on rassemble les élèves par âge? Pourquoi est-ce qu'on a des classes d'élèves du même âge? Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce que scientifiquement parlant, c'est la conclusion de recherche que l'apprentissage est optimal si on met des élèves du même âge dans une même classe? Alors en termes de curriculum, qui décide vraiment du curriculum ou de ce que les jeunes sont censés connaître ou savoir? Est-ce qu'on a conçu un curriculum et puis ensuite on essaye de créer des plages horaires pour délivrer ce curriculum? Ou bien est-ce qu'on a décidé que les enfants iraient à l'école pendant 8 heures, de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, 5 jours sur 7, et finalement on a essayé de meubler ce temps-là avec un curriculum? Alors ça, c'est parmi les questions que beaucoup de monde, je vais dire, ne prend pas le temps de se poser. Il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis dans les systèmes d'éducation dans lesquels on évolue. Le rôle de l'État. Alors, est-ce que vous pensez que c'est normal que l'État ait un contrôle absolu sur les curriculums et sur les examens standardisés? Est-ce que c'est quelque chose qui a existé depuis très longtemps dans l'histoire ou c'est quelque chose de plus récent? Est-ce que c'est quelque chose qui est remis en question aujourd'hui ou quelque chose qui est nécessaire et puis qu'on sent que c'est l'avenir de l'éducation, que l'État ne permette, disons, ne permette pas à d'autres curriculums de se développer dans la société et puis qu'on ait des modèles qui compétitionnent ou qui collaborent? Pourquoi est-ce qu'on a un système qui est basé sur la compétition plutôt que sur la collaboration? Est-ce que ces examens qu'on passe avec des questions à choix multiples ou d'autres types de réponses, est-ce qu'elles correspondent véritablement à la réalité des challenges qu'on est censé relever une fois dans le monde professionnel ou dans la vie adulte? Alors en étudiant un peu l'histoire de l'éducation publique, on se rend compte que ce phénomène que l'État prenne le contrôle de tout le système d'éducation avec son curriculum, ses tests standardisés à l'échelle d'une nation, n'est arrivé qu'au début du 19e siècle en Europe. Ce n'est pas ancien, dans la Prusse. Et on verra un peu quelques détails sur ça. Comment est-ce que ce système d'école publique a été conçu de cette manière-là? Et c'est celui qu'on se trimballe un peu depuis 200 ans. On y ajoute quelques innovations incrémentales, mais le système n'est pas remis en question ou radicalement reconçu. Alors dans l'ancien temps, vous avez dans l'Antiquité grecque, c'est vrai qu'il y avait des écoles primaires, secondaires. Primaires, on apprenait surtout à lire, à écrire et à compter. Écoles secondaires, on passait à d'autres disciplines comme les sciences naturelles, la rhétorique, le débat, etc. Mais jamais il n'y a eu obligation pour tous les jeunes d'aller de fréquenter ce système. Il y avait une certaine liberté. La même chose dans le mix des âges. Alors on ne prenait pas les jeunes par groupe d'âge, mais plutôt par niveau d'aptitude et par intérêt. Donc on se retrouvait dans des cercles d'apprentissage où, dépendamment des intérêts et puis des capacités de chaque personne, donc les groupes se formaient, ce qui était plus naturel, bien sûr. Plus tard, au Moyen-Âge, en Europe, on a eu les écoles médiévales, donc qui étaient principalement dirigées par l'Église, donc pour on va dire pour les prêtres qui étaient formés dans ces écoles-là, et puis pour les enfants de l'aristocratie. Plus tard, chez nous aussi, dans la civilisation islamique, on avait à Bagdad, Dar al-Hikma, ou bien Jamiat al-Qarawiyyin, etc. Donc on avait un système dans lequel des savants, donc qui avaient acquis un certain savoir, partageaient ce savoir-là dans des cercles d'apprentissage avec des gens de différents âges, de différentes origines, de différentes cultures, de différentes classes sociales, gratuitement. Et encore une fois, pas d'imposition. Alors c'est jusqu'au début du 19e siècle, ce phénomène d'école publique obligatoire, dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, donc a été créé
Et puis, voilà, on avance, on essaie d'intégrer actuellement plus de nouvelles technologies de l'information, etc. Mais les exemples les plus innovants et les plus pionniers sont vraiment ceux aujourd'hui à l'échelle internationale, sont vraiment ceux qui ont remis en question toutes ces structures rigides héritées de la révolution industrielle du début du 19e siècle, complètement remises en question, et on verra ça dans le courant de la présentation. Très bien. Alors pourquoi sommes-nous tous concernés par cette question de l'éducation? Pourquoi ça nous concerne? Il y a des personnes qui sont des étudiants, des gens qui travaillent, des gens qui sont dans le domaine de l'éducation en tant qu'enseignants ou dirigeants d'école. Mais en quoi est-ce que ça concerne tous les citoyens, cette question d'éducation? Et c'est important qu'on le comprenne. Premièrement, il faut comprendre que ces systèmes d'éducation, c'est peut-être le moyen par excellence, avec les médias aujourd'hui, pour former la conception du monde des citoyens, pour former la manière dont pensent les citoyens et la manière dont ils se comportent, et donc former les attitudes sociales. Alors si aujourd'hui, par exemple, vous découvrez que vous avez une certaine peur de défier l'autorité, que ce soit dans les entreprises ou les organismes dans lesquels vous travaillez, et puis que vous avez peur de la colère de votre supérieur hiérarchique dans ce système pyramidal, peut-être que cette peur a été cultivée par des années dans lesquelles l'instituteur est la force d'autorité par excellence, qu'il ne faut pas mettre en colère, qu'il ne faut pas défier, qu'il ne faut pas critiquer, et à laquelle il faut obéir, et chez laquelle on cherche la guidance et l'orientation. Et puis c'est cette autorité-là qui nous dit si on est bon ou si on est mauvais. Et donc ce jugement-là va faire en sorte de bâtir notre self-esteem et notre confiance en soi. Entrepreneurs. Aujourd'hui, on veut des entrepreneurs dans notre société, qui créent des entreprises, qui créent de l'emploi. Donc on veut que les jeunes innovent et qu'ils ne se contentent pas d'aller rechercher des emplois, ils attendent qu'on les emploie. Alors est-ce que ces systèmes d'éducation publique ont été conçus avec comme paramètre de design cet objectif-là, de sortir des entrepreneurs? Alors ça n'a pas l'air d'avoir été conçu comme ça. Donc l'innovation, le chômage aujourd'hui, ça s'explique. C'est-à-dire si on ne donne pas aux jeunes les capacités de créer leurs propres entreprises et leur propre business, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne le fassent pas. L'extrémisme, quand on ne développe pas l'esprit critique chez les jeunes, la capacité de construire des arguments, de déconstruire des arguments, de débattre avec différents points de vue, sereinement, il ne faut pas s'étonner que les gens ont plutôt des attitudes à facilement aller dans la voie de l'endoctrinement. Et je parle de tous extrémismes confondus, hein, pas juste religieux. Ça peut être religieux, ça peut être politique, ça peut être autre chose. D'accord? Donc, si on veut protéger notre jeunesse et puis les vacciner contre toutes ces tendances et puis qu'ils aient des esprits libres, qu'ils puissent choisir librement les convictions qu'ils veulent adopter, donc à ce moment-là, il faut vraiment travailler sur comment leur développer cet esprit critique-là. La corruption, la même chose. Quand on a un système qui crée de la compétition excessive et qui ne donne pas les moyens aux gens, je veux dire de compétition quand les examens deviennent des outils pour séparer les gens, bien pour faire ce genre de stratification, et puis que finalement les enfants sont poussés ou les jeunes sont poussés à tricher aux examens pour pouvoir les passer, il ne faut pas s'étonner qu'à la suite, cette tendance à la triche se retrouve aussi là où ils vont être, dans leurs emplois, dans leurs organisations, dans leurs compagnies, etc. Voilà, donc qu'on soit, je veux dire, simple citoyen, qu'on soit parent, on se préoccupe de l'éducation de ses enfants et de l'avenir de ses enfants, ou bien qu'on soit instituteur ou dans le ministère de l'Éducation ou entrepreneur ou autre, cette question de l'éducation, elle nous concerne tous, parce qu'on vit tous dans la même société, dans le même bateau. Et tous ces phénomènes-là, on y sera tous, je veux dire, on sera tous touchés, nous-mêmes ou nos enfants ou notre famille, ou les gens qui nous sont chers. Bien, alors le rôle, notre rôle dans toute cette histoire. Chacun a des capacités définies. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, on discute, on a des idées, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Alors chacun a, on va dire, un périmètre d'action possible. Alors on peut tout simplement, on va commencer par les gens qui sont à l'intérieur du système. Les éducateurs, les gens qui sont au ministère de l'Éducation, sont d'essayer de changer le système par l'intérieur. Possible. On peut créer des initiatives à l'intérieur, des directeurs d'école, des directrices d'école qui adoptent des projets qui permettent à des jeunes, par exemple, entrepreneurs de venir
discuter avec les enfants, les accompagner pour faire des projets entrepreneuriaux, etc. Donc des directeurs d'école peuvent créer des possibilités, justement, des initiatives à l'intérieur du système pour changer un peu la donne. On a prendre des initiatives à l'extérieur du système. Alors par exemple, ceux qui créent des plateformes d'éducation, avec des cours en ligne, etc. Donc c'est des trucs en dehors du système qui peut aussi accompagner ce qui est délivré comme curriculum dans le système. Si on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, ben, au moins il faut essayer de mettre de la pression par rapport aux décideurs et puis à ceux qui conçoivent les stratégies et puis les policies en ayant, on va dire, une certaine vision de ce que les choses devraient être, de comment les choses devraient être et une certaine analyse critique de la situation actuelle et qu'on sache quoi demander aussi. Parce qu'on peut demander la réforme de l'éducation, mais on ne sait pas trop vers où on va aller, à quoi ça ressemble. Alors c'est important d'avoir ces éléments-là. Pardon, hop. Bien, alors mon histoire tout simplement a commencé il y a à peu près une dizaine d'années où j'étais encore étudiant à l'université et j'ai découvert un certain nombre de personnages historiques, de leaders historiques, et donc je lisais leur biographie, ce qui a énormément suscité mon admiration. Des leaders qui ont cette qualité de l'humilité pour servir les autres et se préoccuper du bien-être des gens autour d'eux, du reste de la population, et le courage moral de se dresser contre l'injustice, peut-être au péril de leur vie, c'est-à-dire étant prêts à sacrifier leur vie pour que le reste de leurs concitoyens puissent vivre dans la liberté et la dignité et la justice sociale. Alors moi j'ai été fasciné par ces personnages-là, et de là j'ai décidé, après une bachelor en génie chimique, une maîtrise en génie chimique, de ne jamais plus travailler en génie chimique, et puis de bouger complètement dans le domaine du développement des leaders et des leaders éthiques. Alors j'ai créé en 2009 une initiative qui s'appelle Ethical Leaders, donc suite à 3 années de recherche sur le domaine du leadership éthique qui est assez récent, avec l'idée comment fait-on pour produire ce genre de leader éthique. Comment on fait pour les préparer, pour qu'ils aient ces qualités-là et ces compétences-là. Et donc ces 3 années de recherche sont transformées en programme de formation, puis en programme de réseautage entre des jeunes de différentes parties dans le monde qui s'unissent autour de ces valeurs universelles, qui veulent ce changement positif dans les sociétés. Alors j'ai pu évoluer dans différentes institutions. Une des plus récentes, il y a quelques années, j'étais directeur MENA pour Oxford Leadership Academy, qui est une des organisations les plus influentes dans le domaine du développement du leadership dans le monde. Aussi quelques universités. J'ai eu l'occasion d'enseigner dans différentes écoles, dans différents niveaux, au niveau primaire, au niveau secondaire et au niveau universitaire. Donc c'est une belle occasion de mettre en pratique un peu ce qu'on apprend dans le domaine de la formation et puis d'avoir différentes approches dans la classe et de connaître un peu les vraies problématiques de l'instituteur. Donc pour ne pas parler sur l'éducation sans avoir d'expérience d'enseignement en classe et à différents niveaux. Donc avec aussi des jeunes leaders dans différents pays dans le monde. Au bout d'un certain moment, je me suis rendu compte qu'une des grandes lacunes de notre système d'éducation, on passe peut-être 12 ans entre le primaire et le secondaire, on ressort de cette formation d'école et on ne comprend quasiment rien sur le comportement humain, qui est censé être, le savoir fondamental qui va nous permettre d'évoluer dans la vie adulte. On a affaire à des humains, que ce soit dans notre milieu de travail, que ce soit pour créer une famille, etc. Et on ne comprend rien sur la psychologie. Qu'est-ce qu'on étudie sur la psychologie du comportement humain? Donc j'ai décidé de travailler dans ce sens-là et puis de développer un modèle pour mieux comprendre un peu comment nos pensées sont reliées à nos émotions, à nos comportements. Donc vous pourrez trouver ce modèle-là présenté sur YouTube sous ce titre-là, Understanding Human Behavior. Ça c'est un exemple d'initiative, on va dire, hors système. Alors par la suite, je me suis rendu compte, en travaillant avec ces jeunes leaders et puis essayer de développer leur leadership et leur capacité éthique, qu'en fait l'école n'aidait pas. On a beau vouloir travailler sur les jeunes, mais on a d'un côté l'école qui ne développe pas du tout le leadership, qui n'encourage pas du tout le leadership, en général l'école publique je parle, et l'éthique non plus, donc il y a de vraies carences dans les systèmes actuels, et puis nous on essaie de venir par la suite, et le travail devient difficile. Et donc c'est là où je commençais à remettre en question, attends, il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au système d'éducation pour que ça puisse produire ce genre de leader éthique.
Donc j'ai commencé plutôt à rechercher un peu, à comprendre comment ces systèmes de formation sont conçus, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et en lisant sur les innovations dans le domaine de l'éducation dans le monde, etc., je me suis rendu compte que c'est soit on trouve des livres qui parlent d'innovation dans l'éducation, donc de nouvelles méthodologies, de nouvelles approches pionnières dans l'éducation, mais donc ils parlent du futur et puis de ce que ça peut apporter, mais qui n'apportent pas de véritable analyse et analyse historique du système. Ou vice-versa, on trouve de très bonnes analyses de qu'est-ce qui se passe du système actuel, mais on ne trouve pas de vision de qu'est-ce que ça peut devenir. Et encore moins, comment passer de l'un à l'autre. Donc, ce sur quoi j'ai un peu travaillé, c'est d'essayer d'assembler ces choses-là dans un modèle de transformation. Donc, les gens qui étudient dans le domaine du change management, c'est un framework qui est très, très basique et de base qu'on utilise. Donc, analyser les systèmes actuels, proposer des visions futures, voir comment on peut transformer la situation, de la situation actuelle à la situation future, bien sûr tout en prenant en considération la résistance au changement qu'on peut rencontrer dans le... Donc, c'est cette approche-là qui a été un peu ma contribution dans le domaine de cette discussion sur l'innovation dans l'éducation. Alors, je l'ai présenté dans on va dire, deux plateformes. Peut-être la plateforme la plus importante est celle du World Innovation Summit for Education, qui est une plateforme qui rassemble les plus grands, on va dire, pionniers dans l'éducation, les policy makers, tous les grands acteurs des systèmes d'éducation pour réfléchir sur la transformation des systèmes d'éducation. Une autre plateforme, c'est celle du Forum économique mondial dans leur événement régional qui s'appelle Shape Europe. Donc, ça a été l'occasion un peu de tester ces deux présenter, on va dire, aux gens qui sont actifs dans le domaine de l'éducation et de l'innovation, ces approches-là. Alors, quand on se pose la question aujourd'hui, parmi les plus grands experts on va dire, de l'innovation dans l'éducation, moi, ceux qui m'ont le plus influencé, c'est ces trois-là. Alors, le premier, John Taylor Gatto. John Taylor Gatto a été sélectionné meilleur professeur de l'année, 3 années consécutives, dans la ville de New York et l'État de New York. Il a enseigné autant dans les lycées d'élite à New York, autant il a enseigné dans on va dire, les lycées chauds du Bronx. Il a eu l'expérience des deux systèmes. Après 20 ou 25 ans d'activité comme professeur, il était très innovant aussi, il a décidé de laisser son travail, donc de démissionner, et puis de prendre 10 années pour rechercher l'histoire de l'éducation publique et des systèmes publics, pour comprendre d'où ça vient, quelles sont les idées fondatrices qui ont forgé ces systèmes d'éducation, etc., et comprendre comment les changer éventuellement. Et il a publié un ouvrage extraordinaire, peut-être 300 ou 400 pages, très basé sur des recherches vraiment très solides, qui s'appelle « The Underground History of American Education ». Alors, John Taylor Gatto est un des pionniers de cette histoire de remettre en question toutes les fondations de l'école publique aujourd'hui et puis de proposer des visions et des modèles alternatifs. Alors, le deuxième, peut-être le plus connu aujourd'hui dans le monde, Ken Robinson. Sa présentation TED est peut-être celle qui, de toutes les présentations de l'histoire de TED, a été la plus vue et celle qui parle de comment l'école tue la créativité chez les jeunes et comment changer les paradigmes d'éducation. Il vient de publier, juste l'année dernière, un livre extraordinaire que pour le moment je trouve que c'est le meilleur livre qui combine tous ces aspects entre l'histoire, le futur et puis la transformation, qui s'appelle Creative Schools. Et j'étais très content d'ailleurs de le retrouver parce que je veux dire, le degré de recherche et puis les exemples qui sont fournis m'ont vraiment permis d'enrichir le modèle que j'avais développé initialement. Sugata Mitra, c'est aussi un autre des grands pionniers de l'éducation qui a été aussi récompensé par TED pour ses efforts dans l'innovation de l'éducation. Alors, il a fondé School in the Cloud. Son concept, c'est très simple. Il considère qu'aujourd'hui, on peut laisser des enfants, leur donner des challenges, les laisser avec l'Internet, et puis on pourrait être très surpris de l'apprentissage qui peut se passer en laissant des enfants s'organiser, se self-organiser pour l'apprentissage et les accompagner, bien sûr. Mais il croit beaucoup aussi en l'importance d'aujourd'hui de donner l'accès à Internet pendant les examens. Ça paraît bizarre, mais aujourd'hui, quand on voit les gens, quand on est en milieu de travail, est-ce qu'on est sans Internet, sans ressources? Si à un certain moment, les gens travaillaient dans des usines, etc., et puis n'avaient ni accès ni aux livres, puis ils se basaient sur leur propre savoir, est-ce qu'ils ont mémorisé pour résoudre les problèmes, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi est-ce qu'on impose
la non-utilisation d'Internet dans les examens, sachant que quand on va sortir, on aura accès à l'Internet où on veut, quand on veut. Donc il va falloir changer la nature des examens pour s'adapter aux nouvelles réalités. Donc il suffit plus de poser des questions, on va dire, auxquelles on peut trouver des réponses facilement, mais aller plus chercher de l'analyse et de la réflexion. Alors Ken Robinson résume bien la situation en disant, si on veut changer ce système d'éducation, ou tout système d'ailleurs, on a besoin de 3 formes de compréhension. La première, une critique, donc une analyse critique de la situation existante actuelle. La deuxième, une vision de ce qu'elle devrait être dans le futur. Et une troisième, c'est une théorie du changement qui permet de passer de l'une à l'autre. Alors avant de poursuivre, je pense que c'est important qu'on prenne quelques définitions. Alors c'est ce qu'il fait aussi dans le début de son livre. C'est important de s'accorder sur les définitions, sinon on peut diverger. Et c'est aussi on va voir sur les objectifs de l'éducation. Alors la première, c'est l'apprentissage. Alors l'apprentissage dit que c'est le processus d'acquisition d'un nouveau savoir ou savoir-faire ou de compétences. La deuxième, l'éducation, qui signifie des programmes d'apprentissage organisés. La formation, qui est un type d'éducation et qui est concentrée sur l'apprentissage de savoir-faire spécifiques. Et la dernière, l'école, qui peut être définie comme une communauté de personnes qui donc viennent ensemble pour apprendre ensemble. Ok? Donc voilà les définitions qu'a proposées Ken Robinson. Alors une des questions fondamentales, et je pense que beaucoup de gens oublient de se poser, c'est quel est vraiment le but de l'éducation? En fait, vous trouvez qu'il y a on va dire qu'il y a des opinions et des points de vue très divergents qu'on peut retrouver. Il y a des gens qui ont des considérations économiques, comme les gouvernements, etc. Nous, on veut un système d'éducation qui va nous préparer une main-d'œuvre pour notre industrie technologique, pour notre industrie agroalimentaire, peu importe, etc. Donc il y a une pensée de compétitivité économique. Les parents qui espèrent qu'à travers le système d'éducation, leurs enfants pourront donc avoir de bons diplômes, accéder à de prestigieuses universités et donc accéder à des positions dans des compagnies ou des organisations qui vont leur assurer un très bon revenu et une très bonne indépendance financière. Il y a des gens qui, pour eux, l'éducation, c'est un moyen d'épanouissement pour que les enfants puissent trouver leurs talents, les développer, etc. et se retrouver à peut-être créer leur métier dans lequel ils vont s'épanouir et pouvoir apporter la meilleure contribution à la société. Alors encore une fois, Ken Robinson a résumé cet objectif, donc selon son point de vue. Donc c'est de permettre aux étudiants d'acquérir une certaine compréhension du monde, de comment le monde fonctionne, de découvrir leurs talents. Chacun a des combinaisons de talents, des facilités naturelles à effectuer certaines tâches plus que d'autres, pour qu'ils deviennent des individus épanouis et des citoyens actifs dans la gestion de leurs affaires et empathiques. Alors quand on parle de système d'éducation, il y a le mot système. D'accord? Donc par définition, un système, c'est un ensemble d'acteurs interdépendants qui s'influencent les uns les autres. Donc dans les systèmes d'éducation, on retrouve généralement donc, les enseignants, qui ont le contact le plus direct et le plus prolongé avec les jeunes. On retrouve donc les directeurs d'école, on retrouve les parents, on retrouve les syndicats de professeurs, on retrouve les écoles de formation des professeurs, on retrouve l'État avec son ministère de l'Éducation, etc. On retrouve les employeurs, donc que ce soit privé, public ou NGO. On retrouve la communauté en général qui influe sur les jeunes. Dans certains pays, on retrouve aussi des fondations de l'éducation, des fondations privées d'éducation. Donc il y a des on va dire, de riches hommes d'affaires, etc., qui mettent de l'argent pour pouvoir influencer jusqu'à une certaine mesure les curriculums, etc., aussi influencer les responsables de certains organismes publics d'éducation, du lobbying, etc. Donc vous devez connaître ça. Alors si on revient à notre modèle, donc la présentation d'aujourd'hui va s'articuler juste sur ces 3 éléments. La première, donc on va avoir une analyse historique de vraiment d'où vient ce système
Et je pense que beaucoup de gens, en général, sont surpris de savoir cette histoire-là, qui date juste de 200 ans. Et j'ai été aussi surpris de voir que beaucoup de responsables dans des ministères de l'éducation, qui sont responsables de curriculum ou d'autres aspects que ça, ignorent cette histoire-là. Et donc quand on ignore cette histoire-là, on a du mal un peu à remettre en question les idées fondatrices et puis à imaginer quelque chose qui peut être radicalement différent de ce qu'on a aujourd'hui. La deuxième partie va être partager des idées sur des initiatives pionnières et innovantes dans l'éducation. Et la troisième, comment éventuellement on peut s'en sortir pour accélérer le changement. Alors, système d'éducation, un système qui a une caractéristique industrielle. Alors on a des intrants, il y a un processus de transformation qui s'opère, et puis on a une sortie. D'accord? Alors pendant ce système de transformation, d'année en année, donc on a des groupes d'élèves sélectionnés sur la base de l'âge, dans laquelle, ou plutôt pour lesquels on va faire un transfert d'informations, qu'on peut appeler vulgairement du bourrage de crâne, et puis qui se déplace comme ça d'année en année, d'année en année, d'année en année, jusqu'à la sortie. Alors moi, il y a une sagesse qui m'a beaucoup été utile, que ce soit dans l'éducation ou dans d'autres domaines. C'est une sagesse du philosophe grec Aristote. Alors il dit, si vous voulez comprendre quoi que ce soit, observez sa naissance et son développement. Quand on est dans une discipline, c'est important d'étudier l'histoire de cette discipline-là. Si on veut comprendre ces systèmes d'éducation en public, etc., alors c'est important de voir comment ils sont nés, comment ils ont émergé, et puis ensuite, progressivement, comment ils sont développés. De la simplicité à la complexité. Et c'est ce qu'on fait aussi dans les équations en sciences de l'ingénieur, etc. Quand on veut modéliser des phénomènes, on trouve dans cette histoire-là, on développe des équations simples, et puis ensuite, petit à petit, on intègre des facteurs, et puis on les complexifie, ils deviennent plus sophistiqués, etc. Mais l'idée, c'est d'aller vraiment au début, c'est là où la structure est la plus simple, les idées fondatrices sont les plus claires, et on accompagne cette complexification. Alors, je vais vous montrer un petit vidéo qui explique en 2 minutes un peu d'aussi. Your time in high school. Did you ever feel that you were in a prison? Did you ever feel that you were in a machine that had its own purposes and goals and had no relation to what you actually wanted to do or achieve? If you did, then you shouldn't be surprised, because this reflects the nature of what the modern school is. The modern school was invented by the Prussians after 1806. Before then, education was delivered in many different ways. What we think of as the school was invented in that particular time and place. And it was invented for a very particular purpose, which was to produce loyal, obedient subjects and soldiers, and people who would also be productive and obedient workers. It's this that explains why school is the way it is and has the features that it has. It explains why it is that the school day is divided up into rigid, time-structured blocks. It explains why it is that the organisation of the school is hierarchical and highly structured. It explains why it is that people are taught with people of their own age instead of people who are at the same stage of interest or ability as themselves. And it explains why in many school systems, one of the functions of the system is to direct people into particular life paths, to sort out young people into different kind of career groups. To the extent that education actually does take place in schools, it's a happy accident or a byproduct. Now, there are many people who work in schools who believe that education in fact is the main point of what they're doing, and who are trying very hard to educate the people in their charge. However, the problem is that the whole system they're working in, the way it's set up and the way it is organised, is hostile to that golden endeavour, so that they're in the unfortunate position of constantly trying to push water uphill, if you will, and any success they have is gained against the odds. What we need to realise is that education and schooling are not the same thing. In fact, because we think that schooling is the same thing as education, we have a radically impoverished idea of what education is and could be. Why, for example, do we assume that education should only take place at one stage of a person's life? Education is something that can take place at any stage in someone's life, and indeed should do. Why assume that we have to educate people of the same age altogether? Surely this is a crazy way of doing it. Why do we have to deliver education in the highly structured and formalised way that schools require us to do it in? Education is something which will be central to most people's lives. What we need to do is to get away from the idea
that schools are the only way in which we can deliver education. Merci. Alors pour résumer ce qu'on a vu, donc l'école publique forcée, obligatoire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, date du début du 19e siècle en Prusse, donc anciennement l'Allemagne. Un système, un genre de dictature militaire qui était en place. L'armée de Prusse a été vaincue en 1806 par les armées françaises de Napoléon Bonaparte à Iéna. Et donc cette rude défaite a fait en sorte de créer vraiment une remise en question au niveau de l'élite dirigeante de la Prusse pour se dire comment on doit faire. Il nous faut vraiment produire on va dire une population qui soit quand même éduquée, qui sache lire, écrire, compter et qui soit très productive et performante dans nos usines. C'était la révolution industrielle. Donc, pour faire tourner les usines, comme soldats déterminés et comme travailleurs dans les administrations de l'État. Donc ça, c'est les ingrédients pour avoir un État fort, puissant, qui puisse reprendre sa revanche. Et effectivement, en 1815, c'était la bataille de Waterloo, où les Prussiens ont pris leur revanche sur Napoléon Bonaparte, et donc c'était la défaite. À ce moment-là, il y a eu une prise de conscience des grandes puissances dans le monde de ce système prussien qui donne ses résultats aussi rapidement. Une fascination par le système prussien. Alors à tel point que cette expérience, qui est historique, parce que c'est la première fois qu'une nation dans le monde prend le total contrôle de son système d'éducation et le rend forcé pour ses jeunes, en décidant du curriculum et des tests standardisés pour contrôler tout ce système qui est censé produire ce genre de citoyens qu'on veut produire. Produire aussi une certaine obéissance sociale, parce qu'on veut que les gens aussi qu'il y ait une certaine docilité citoyenne pour ne pas remettre en question les systèmes gouvernants, etc. Et créer une compétition pour éviter aussi un des grands cauchemars des grands industriels qui possèdent ces usines, etc., ou ces empires industriels, c'est que les travailleurs s'unissent et donc font de la désobéissance sociale, et ce qui va les mettre en faillite. Donc il faut créer un système qui soit compétitif, dans lequel les individus se voient comme des compétiteurs. Et donc l'aspect cohésion, qui se mettent ensemble pour une cause commune, devient plus faible. D'accord? Donc un système de compétition qui va les faire courir et puis compétitionner l'un contre l'autre. Alors, ce qui s'est passé, 1806, alors vers 1840, on a un homme qui est très important dans l'histoire de l'éducation des États-Unis, qui s'appelle Horace Mann, qui est devenu le directeur du premier board de l'éducation dans l'État du Massachusetts. Alors lui, en grand admirateur du système prussien, il fait un voyage en Prusse pour étudier le système. Il va l'étudier, revient aux États-Unis, publie un rapport sur ce système d'éducation et commence à faire du lobbying pour les politiciens de l'État du Massachusetts pour adopter le système prussien de l'école publique obligatoire dans ce modèle-là. Et il va réussir en 1852, la première loi va passer, et c'est le premier État américain à rendre l'éducation publique obligatoire dans le modèle prussien. Et après, d'autres États vont suivre, New York, etc. Alors c'est comme ça que c'est passé de la Prusse aux États-Unis, et puis ensuite, même aussi dans d'autres pays européens, la France, l'Angleterre, etc. Plus tard, 1906-1920, il va y avoir des développements, surtout aux États-Unis. Il y a deux grands penseurs et réformateurs de l'éducation, John Dewey et puis Edward Thorndike, qui étaient au Columbia Teachers College et à Harvard, très soutenus par un certain nombre d'industriels comme Andrew Carnegie, Rockefeller et puis JP Morgan, dans le monde de la finance, qui avaient une certaine idéologie sur la prospérité et puis la grandeur d'une nation. Pour qu'une nation soit, on va dire, puissante et puis puisse régner dans le monde, il faut que dans son système, surtout à l'époque de système industriel, que la plupart de l'éducation, enfin, la plupart de la population puisse être préparée à travailler dans les usines et puis dans dans l'armée et puis dans l'État aussi. Et c'est qu'une minorité de l'élite dirigeante qui doit être préparée à recevoir une éducation libérale et à laquelle on va apprendre comment diriger une nation avec ses institutions, etc. Donc, en parallèle de la création des systèmes d'écoles publiques à travers le territoire pour la majorité de la population, il y a eu création aussi des écoles privées d'élite, qu'on appelle les Elite Private Boarding Schools, qui n'enseignent pas le même curriculum que les écoles publiques,
n'ont pas les mêmes approches, ont une approche qui est plus, on va dire, basée sur la responsabilisation des étudiants dans leur apprentissage, des tuteurs, des classes plus restreintes pour un accompagnement plus personnalisé. On apprend aux jeunes la psychologie et le comportement humain dont on parlait avant pour influencer la population. On lui apprend aussi les différentes institutions et comment on va dire les diriger, puis comment faire en sorte de les utiliser pour influencer aussi la population. On développe le sens de la responsabilité, du travail indépendant, les bonnes manières qui vont leur servir aussi dans le réseautage avec les gens de leur classe, et puis l'éducation physique, etc. Alors, ce système d'instruction qu'on peut appeler maintenant industriel a été très, on va dire, boosté en l'an 2000 par la création. Alors, c'est la création d'un programme qui s'appelle PISA, très connu dans le monde de l'éducation, Programme for International Student Assessment. Aujourd'hui, les pays se mesurent et se compétitionnent en termes de performance de leur système d'éducation sur ce programme-là, PISA, et puis les résultats qu'ils obtiennent. Donc, les politiciens utilisent beaucoup ces résultats pour dire « Ah, notre système est plus compétitif que tel pays » ou « Nous nous améliorons d'année en année en revoyant ce… » Alors, de quoi il s'agit? C'est un test standardisé dans les mathématiques, dans la lecture et les sciences. Il est administré par l'Organisation de la coopération économique et du développement. Alors, ce test, on le fait passer à des jeunes de 15 ans dans différents pays. Donc, aujourd'hui, plus de 65 pays participent à ce test-là, plus de 500 000 participants. Et puis, cet assessment est fait tous les 3 ans. Alors, l'idée est simple dans ce mouvement des standards, c'est leur analyse de la situation. C'est qu'aujourd'hui, les standards ont chuté. Il faut élever les standards, surtout dans ces matières-là, et que le système soit encore plus compétitif, et qu'il y ait plus de compétition, et qu'il y ait plus de accountability. Comment on va dire ça? Accountability. Pas la comptabilité, qui est… Voilà. Exactement. Alors qu'il y ait plus de, on va dire, de reddition de comptes. Merci, c'est Alal. Heureusement que tu es là. Alors, et donc, il faut courir plus. Malheureusement, cette approche-là et cette philosophie-là, elle est encore adoptée par beaucoup de pays, mais les pays les plus pionniers, scandinaves, on va voir la Finlande, etc. Donc, ce sont des gens qui ne considèrent même plus compétitionner sur ça, malgré le fait qu'ils soient bien positionnés dans le top 5, mais ils ne voient pas du tout l'éducation ou le futur de l'éducation aller dans ce sens-là, parce qu'il produit énormément plus de pression psychologique sur les enfants, de la compétition qui est malsaine, d'une pression psychologique qui est malsaine, et que finalement, au bout du compte, on se retrouve avec comment on les appelle ici, des bêtes à concours, dans le système français avec le système des prépas, etc. Plus qu'autre chose. Au Shanghai, il se retrouve toujours la première, effectivement, depuis plusieurs années. La Corée du Sud a le taux… La Corée du Sud est parmi dans les 5 premiers de PISA, et puis elle a le taux de suicide d'étudiants le plus élevé au monde. Voilà. C'est le premier taux de suicide dans le monde pour les étudiants. Ok, donc on en a un peu parlé du système actuel, d'où il vient. C'était important de le comprendre, qu'on est dans une philosophie industrielle de l'éducation. On ne va pas trop se casser la tête. C'est beaucoup plus facile de gérer un système industriel comme ça, uniformisé, et dans lequel on traite les étudiants par groupe du même âge, qui avancent, on leur des tests standardisés, un curriculum pour bourrer les heures de la journée, de la semaine et de l'année, alors que des futurs systèmes, aujourd'hui on commence à, on va dire les plus pionniers, envisagent le développement des jeunes, un développement holistique sur différentes dimensions. Donc dimension cognitive, la manière dont les personnes pensent, raisonnent, etc., émotionnelle, physique, sociale et spirituelle. Alors en termes justement, on parlait de qualité d'éducation primaire. Donc quand on voit le rapport du Forum économique mondial, donc Global Competition Report 2014-2015, on retrouve la Finlande numéro 1 dans le monde. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial? Que fait la Finlande de spécial pour se retrouver numéro 1 en termes de qualité d'éducation? Alors premièrement, depuis quelques dizaines d'années, peut-être 20 ans ou 30 ans, il y a eu une remise en question sur tout système d'éducation. Il faut d'abord quand on veut le concevoir, il faut qu'on se mette d'accord sur
qu'est-ce qu'on veut produire comme citoyen. On connaît l'intrant, mais il faut définir l'extrant pour pouvoir effectuer cette transformation-là. Donc, la Finlande a commencé à penser, à réfléchir quel genre de citoyen est-ce qu'on veut produire pour rester compétitif à l'échelle internationale, que notre société prospère. Donc, on veut des citoyens qui soient épanouis, qui aient découvert leur système, qui aient découvert leur talent, qui aient développé un certain nombre de compétences, de life skills, etc. Et une fois qu'on a dressé le portrait de ce type de citoyen qu'on veut produire, qui ait des capacités de créativité, d'innovation aussi, la même chose, eh bien on axe aussi sur l'élément ou l'acteur le plus important du système d'éducation, qui est l'enseignant, l'éducateur. Alors tout est mis pour lui assurer non seulement la meilleure qualité d'éducation. Alors les professeurs, que ce soit au primaire ou au secondaire en Finlande, ont des maîtrises en éducation obligatoires. Ils sont extrêmement bien payés. C'est parmi les professions les mieux payées. Donc pour encourager les meilleurs à envisager cette profession-là. Troisièmement, c'est comme les imams chez nous. Oui, ils sont très... Alors la troisième chose, c'est qu'on leur donne une certaine liberté pour, on va dire, pour adapter le curriculum à la vitesse et au rythme des enfants dans la classe. Et donc tout est fait, focusé pour que l'enfant puisse avoir les meilleures expériences d'apprentissage. Donc des curriculums dans lesquels il y a une composante essentielle qui est centrale, qui est le jeu. Alors, on construit ces curriculums-là avec les besoins de l'enfant au centre. L'enfant aime apprendre en jouant. Donc pourquoi est-ce qu'on délivre ces curriculums de manière monotone, où les enseignants entament des monologues toute la journée? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'au début, dans l'histoire qu'on a racontée, on préparait des gens pour l'industrie, pour les bureaux administratifs. Donc on est assis, on travaille avec des tâches répétitives, monotones toute la journée, voire toute l'année. Donc il faut préparer les enfants à ce genre de vie-là. C'est pour ça qu'on les fait asseoir toute la journée dans les salles de classe, 5 jours par semaine, avec les mêmes horaires que les travailleurs, pendant plusieurs années. Parce qu'imagine que ce n'était pas le cas. Imaginez à l'époque de la révolution industrielle, on ne prépare pas les enfants comme ça et puis ils jouent toute la journée, ça bouge, ça apprend, comme aujourd'hui les nouveaux environnements d'apprentissage. Quand on va vouloir les mettre dans des usines à s'asseoir, mais ils ne voudront pas, tout simplement. Donc c'est contre nature de vouloir faire asseoir des enfants et leur demander de rester silencieux, de ne pas bouger, de faire exactement ce qu'on leur demande, d'écouter religieusement les monologues des professeurs toute la journée. Et puis ensuite, on voit des enfants qui veulent bouger et puis on les diagnostique comment on les appelle ces enfants-là, les hyperactifs. Alors le pauvre, il a besoin d'activités physiques en même temps que l'apprentissage, et puis on leur donne des médicaments, etc. Donc il y a un fait contre nature qu'on demande aux enfants de rester assis toute la journée à écouter sans parler, alors qu'on a l'aspect social. Il y a des gens qui aiment parler avec leurs voisins, et puis là ils sont punis parce qu'ils parlent pendant la classe avec leurs voisins. Il y a des gens qui vont aider leurs voisins pendant les examens, l'esprit de collaboration, on les punit. Ok, alors un des modèles les plus pionniers dans l'éducation, qui a été créé il y a une trentaine d'années aux États-Unis, qui s'appelle les écoles Sudbury Valley Schools. Juste pour vous donner à quel point la transformation peut être radicale. Quand on remet en question les fondations du système d'éducation industrielle, alors dans cette école-là, on crée des espaces d'apprentissage différents. Alors il y a des enseignants qui animent des espaces d'apprentissage, que ce soit la musique, les arts, la lecture. Et les enfants, chaque jour, ont la liberté d'assister et d'aller participer aux espaces ou bien au cercle d'apprentissage qui les intéressent. Ils peuvent rentrer, sortir à leur gré. On ne force pas les enfants dans une structure de cours à aucun moment de la journée. Et donc, le challenge est très grand pour les éducateurs. C'est comment rendre leur espace. Donc vraiment là, ils vont faire l'effort nécessaire pour rendre l'apprentissage aussi excitant, aussi captivant, pour pouvoir attirer les enfants. Parce que c'est bien sûr trop facile quand on oublie cette histoire de forcer les enfants à une structure. Le prof peut parler toute la journée sans aucune pédagogie, sans se casser la tête à rendre le cours captivant, ni excitant, ni pratique, ni rien du tout. Tout le monde passe. C'est
la philosophie industrielle de la chaîne de montage. Alors ça, c'est la deuxième. Deuxième aspect, la liberté. Un autre aspect, c'est la gouvernance démocratique de l'école. Alors, ici, on ne prêche pas, on n'apprend pas aux enfants avec des cours d'éducation civique comment fonctionne une démocratie, ou les principes de la démocratie, ou les mécanismes de la démocratie. On la pratique. Alors, la gouvernance de l'école, ils ont un conseil de gouvernance où les enfants sont représentés de 5 ans, je pense à 17 ou 19 ans, et ils sont en majorité dans ce conseil, et puis il y a les professeurs. Ce conseil-là décide de tout dans l'école, décide du renouvellement des contrats des professeurs eux-mêmes. Si les enfants ne sont pas satisfaits, ils peuvent voter pour que le professeur, son contrat ne soit pas renouvelé. Ils décident des fournisseurs de l'école. Il y a un conseil aussi qui décide de la discipline, s'il y a si les réglementations sont enfreintes par les enfants, donc le conseil de discipline. Donc, il y a une gouvernance démocratique de l'école. Et puis, à un sens, on cultive la responsabilité personnelle par rapport à l'apprentissage. Et puis, l'enfant commence à développer de la responsabilité pour son apprentissage, son développement, etc. C'est un modèle qui a très bien marché, qui n'est plus resté aux États-Unis, qui est passé en Scandinavie, au Japon, en Allemagne, dans plusieurs pays dans le monde. Moi, je trouve qu'il a eu un succès particulier avec les adolescents. Pourquoi? Les adolescents, quand ils arrivent à cet âge-là, ils passent dans une phase où il y a une rébellion par rapport à toute forme d'autorité qui veut leur imposer quelque chose. Or, le système, comme on a vu, d'éducation publique, est basé sur l'autorité et le forcing dans des moules. Donc forcément, ces jeunes-là vont exploser parce qu'on les force dans des moules. Eux, ils veulent se développer et puis ils veulent avoir leur liberté de choix. Et voilà qu'on leur impose. Alors ce système, les rebuts qu'ils appellent de l'école publique sont récupérés dans ce système-là. Et puis là, ils se découvrent. Ils découvrent l'apprentissage avec la liberté, avec le respect de leur liberté de choisir. Et là, je vais vous dire une petite anecdote. Quand j'enseigne, c'est-à-dire que ce soit au secondaire ou à l'universitaire, j'ai l'habitude que quand je commence la classe, surtout avec des adolescents, c'est de leur dire, écoutez, moi, je respecte votre liberté d'activité pendant mon cours. Ça veut dire quoi? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans mon cours. Vous voulez écouter de la musique, vous voulez faire du dessin, vous voulez faire travailler des devoirs d'une autre discipline, vous êtes libre de le faire. Du moment que vous ne dérangez pas vos camarades, vous êtes libre de le faire. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas intéressé par ce que je fais, c'est peut-être le problème vient de chez moi. C'est ma présentation qui n'est pas assez captivante pour vous. Donc, je respecte, faites ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous allez réussir mon cours que vous allez réussir dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous allez échouer mon cours que vous allez échouer dans votre vie. Et vous savez le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'il y a de la participation, il y a de l'engagement dans la classe. J'ai eu des élèves perturbateurs qui, dans d'autres classes, jetaient les faces du tableau sur le prof. C'est vrai. Et puis, première chose qu'on fait, c'est on casse la structure des tables comme ça par rangée, etc. Soit on se met dans une forme circulaire pour discuter ensemble, soit on se met en îlot, donc des petits groupes, pour faire des activités pratiques, soit on sort complètement de la classe le plus qu'on peut à l'extérieur dans la cour, et puis on fait des activités pratiques, etc. C'est quoi comme matière? Il y a eu plusieurs matières. C'est quoi comme matière? Il y a eu l'éthique, par exemple. Il y a eu la créativité. Il y a eu des ateliers de prise de parole en public. Il y a eu le leadership organisationnel. Donc là, il y a des élèves à moi qui étaient l'ESCA qui sont assis juste à côté de vous. Les deux personnes à côté de vous, c'était mes élèves à l'ESCA pour un cours de leadership organisationnel. Il peut vous dire qu'on a déplacé les tables hein, à chaque fois. Donc voilà, c'est une philosophie, une nouvelle philosophie. Les systèmes les plus pionniers innovants tendent vers ça et donc remettent en question toutes les structures rigides du modèle industriel. Sugata Mitra, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc School in the Cloud. Ça aussi, c'est un modèle donc, dans lequel on laisse aux enfants, on leur donne des challenges, on les laisse accéder à Internet, rechercher, faire des présentations. Et l'éducateur est un accompagnateur qui suscite des questions, anime les conversations, etc. Et donc permet l'utilisation d'Internet dans les examens, parce que c'est le cas dans nos environnements de travail maintenant. Bien, un curriculum du 21e siècle, quelles sont ses composantes, on va dire, fondamentales, qu'il ne faut pas omettre dans ces curriculums-là quand on les conçoit. Alors, l'individualisation
c'est-à-dire où la personnalisation, aujourd'hui les systèmes d'éducation par exemple en ligne, les plateformes d'éducation, offrent la possibilité aux apprenants d'aller à leur rythme, de choisir les cours qui les intéressent, donc on va dire d'assembler les différents cours dans des parcours différents, dans des curriculums différents. Et donc l'accompagnement des éducateurs tend vers des groupes peut-être plus restreints pour un accompagnement plus personnalisé de l'enfant, en reconnaissant son rythme, en reconnaissant on va dire, ses talents, ses facilités naturelles, etc., sa compréhension, etc. Donc la personnalisation, aujourd'hui, anciennement la révolution industrielle ne permettait pas. Aujourd'hui, on a cette possibilité avec l'instruction, on va dire l'éducation en ligne. On a cette possibilité-là et la possibilité d'avoir des groupes plus restreints. Il y a d'autres modèles comme le homeschooling, etc. Deuxièmement, accessibilité, et ça justement c'est le point fort peut-être des plateformes d'éducation en ligne. Donc on peut y accéder n'importe quand, n'importe où, et puis y aller à notre rythme. Que ce soit adapté, qu'on puisse facilement changer ce curriculum-là, parce qu'aujourd'hui les curriculums qui sont décidés par l'État, et on va voir ça, les réalités du monde du travail peuvent changer ou les réalités sociales peuvent changer, mais ça ne se répercute pas forcément sur le curriculum, et puis on peut se trimballer avec des éléments qui ne sont plus du tout d'actualité, qui sont obsolètes aujourd'hui, parce que cette vitesse, rapidité d'adapter le curriculum, en fait, n'est pas là. Le jeu, et je l'ai bien placé au milieu, au centre, et ça c'est hyper important pour les jeunes, il faut que le jeu soit vraiment au cœur de toutes les activités, et puis ces systèmes qui réussissent vraiment le plus à engager les jeunes dans l'apprentissage, c'est ceux qui créent toutes des opportunités, par exemple, de construire je sais pas moi, des voitures, de démonter des voitures, de faire toutes sortes d'expériences. Aujourd'hui, on parlait du Maker's Movement et puis de l'utilisation des imprimantes 3D, de prototypage rapide, qui permet donc de passer de dessins virtuels à des objets réels qui sont fantastiques. Et la liberté, mais plus ce système qui force les jeunes à adopter ou bien à assister à des cours et puis rentrer dans ces structures rigides-là où ils se sentent prisonniers. Donc voilà, le curriculum peut avoir une composante online, alors dans laquelle on a des vidéos et animations qui expliquent les concepts, des films qui parlent d'histoire au lieu de regarder ça comme des dates ou bien des livres. Donc on voit, c'est plus engageant pour les jeunes, plus amusant, des jeux, des simulations, des assessments aussi en ligne adaptés, une composante offline où on a des éducateurs sur le terrain qui animent des activités pour les enfants, des projets, etc. Donc on a l'apprentissage par projet, on appelle le project-based learning, dans laquelle on combine différentes sources de savoir qu'on apprend et puis on les met en pratique véritablement. Du coaching, donc dans l'accompagnement du développement des enfants. Et aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus aussi au portfolio de réalisation des enfants. C'est-à-dire ils font des projets et puis tout cela est mis en valeur dans un portfolio. Et donc la tendance portfolio de projet devient plus intéressante que les notes, véritablement. Aujourd'hui, par exemple, on a besoin de designers graphiques ou de knowledge design, de designers du savoir. Aujourd'hui, on a du savoir textuel qu'on a besoin de transformer en savoir visuel, surtout pour la consommation des jeunes. Donc on voit les animations que vous voyez sur YouTube qui vous expliquent des concepts, etc. Et donc ça devient très, 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 très demandé partout. Quiconque a un savoir textuel a bien envie de le transformer en savoir visuel pour pouvoir être consommé surtout par les plus jeunes. Donc vous prenez quelqu'un qui a un diplôme de Harvard en graphic design, vous prenez quelqu'un qui n'a pas de diplôme universitaire du tout, l'un a un portfolio de réalisation extraordinaire, l'autre a un super, on va dire, bulletin de notes de Harvard, major de sa promotion, mais pas un portfolio impressionnant. Il est évident qu'on va prendre celui qui a le meilleur portfolio, même s'il n'est pas diplômé de Harvard, même s'il n'est pas major de promotion. Donc pour un certain nombre aujourd'hui de jobs, je ne dis pas pour tous les jobs. Donc il y a des disciplines, etc., où la formation est importante, peut-être l'ingénieur ou médecin, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, il y a de la demande pour autre chose que du titre des diplômes universitaires. Certains vont aussi à Harvard pour d'autres considérations, pour des considérations de networking avec les élites, etc., du relationnel qui peut leur servir dans le futur. Donc il y a différentes considérations. Je peux revenir à votre question. Merci beaucoup. Des designs de campus ouverts. Pourquoi est-ce qu'on va créer des établissements fermés qui isolent les enfants de leur communauté? Aujourd'hui, on a des expériences comme au Brésil avec Learning Neighborhoods qui encouragent les enfants à aller retrouver les adultes, faire du job shadowing,
et puis apprendre avec les adultes, converser avec leurs adultes, voir comment certains métiers se pratiquent, etc., dans leur quartier. Pourquoi les garder dans un environnement childish, juste entre enfants? Et là, on va dire, les seuls adultes qui sont présents dans l'école sont des figures d'autorité. Le professeur, le directeur, le surveillant, etc. Et n'ont pas véritablement ce contact avec les adultes d'apprentissage. Et donc, le fait d'ouvrir maintenant les campus et puis permettre aux étudiants d'aller plus en groupe, etc., fréquenter les adultes, voire apprendre différents métiers, donc c'est aussi la tendance. Alors finalement, pour conclure, en termes de stratégie de transformation, il faut être, conscient qu'il y a quelque chose qu'on appelle lag time. C'est le temps entre lequel une idée innovante est proposée et son adoption. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on invente une approche innovante dans l'éducation que tout de suite elle va être adoptée dans nos systèmes d'éducation et puis dans notre curriculum. Alors ça, si vous pouvez voir un livre qui est très intéressant qui s'appelle Why A Students Work for C Students, Robert Kiyosaki. Et ce temps, ce lag time entre l'apparition d'une innovation et son adoption, dans l'ère agraire, donc des sociétés agraires, on le mesurait en centaines d'années. Dans l'ère industrielle, ça se mesurait par incrément de 50 ans. Aujourd'hui, dans l'ère de l'information, c'est 6 mois et moins, entre lequel une nouvelle innovation peut être moins. Et puis, alors, j'ai dit c'est le temps entre lequel une nouvelle idée innovante est proposée et son adoption, ou son application. Alors, l'industrie de l'auto a un lag time en moyenne de 25 ans, le gouvernement de 35 ans, l'industrie de la construction, c'est la plus longue, de 60 ans, bizarrement. Alors, l'industrie de l'éducation a un lag time de 50 ans. C'est-à-dire, si on compte sur les États pour adopter rapidement ces innovations dans l'éducation, on peut attendre très très longtemps avant qu'ils les adoptent. Donc, il ne faut pas trop leur en demander. D'accord? Alors, la question se repose maintenant. On avait posé cette question au début de la présentation. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que l'État prenne le contrôle absolu de la conception des curriculums et des tests standardisés et de leur administration? Est-ce que c'est une bonne chose? Il faut se poser la question. Est-ce que les considérations de l'État sont aussi les considérations des citoyens? Est-ce que les préoccupations de l'État, par exemple, les préoccupations économiques, donc il voit la main-d'œuvre qu'il va falloir, etc., les nouveaux secteurs qu'il y a à développer, donc dans ces considérations-là, est-ce que ce sont les mêmes que les considérations des éducateurs ou bien des parents en termes d'épanouissement de leurs enfants, etc. Donc il faut la décision du curriculum et des tests pour les imposer, parce qu'on peut décider d'un curriculum, mais sans mettre les tests standardisés, on ne peut pas s'assurer que ces curriculums vont être vraiment délivrés. Puis mettre une certaine accountability sur les enseignants pour délivrer ces curriculums. Ou bien, est-ce que peut-être l'État, le rôle de l'État pourrait se restreindre à définir des régulations, des lignes directrices globales, et puis permettre à différents curriculums de se développer dans la société, et puis il y a de la compétition et de la collaboration, et assurer que chaque citoyen ait un accès gratuit à ces systèmes d'éducation. C'est-à-dire que nos impôts aussi passent vers l'accès gratuit, fournir l'accès gratuit à tous les citoyens pour l'éducation primaire, secondaire et universitaire. Ce qui est possible. Les impôts parfois vont dans d'autres choses, vont peut-être dans de l'armement dont on n'a jamais besoin, qui coûte énormément dans le budget de l'État, etc. Donc c'est possible. Donc c'est à considérer, à réfléchir sur cette question. Le curriculum aussi, le curriculum du 21e siècle, bon, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect savoir. Qu'est-ce que les citoyens du 21e siècle, ou de notre période, sont censés connaître? Qu'est-ce qui mérite d'être connu? En termes, que ce soit l'histoire du monde, comment les sociétés humaines fonctionnent, leur développement, en termes de sciences, d'art, etc. Des savoir-faire pratiques, parce qu'il ne suffit pas de savoir, il faut aussi appliquer ce savoir-là. Donc, ce soit là, quand on a parlé au départ de développer le raisonnement critique pour protéger
les jeunes de l'endoctrinement, ben c'est important que ça fasse partie de ça. La créativité, donc des activités qui développent la créativité des enfants. Le leadership, et là on va en parler. Si on cherche à produire des leaders, ben, il n'y a pas de secret. Il faut qu'il y ait un certain type d'activité dans les curriculums pour développer le leadership. Ça ne se développe pas comme ça. Et le caractère, la troisième dimension, c'est les éléments du caractère de l'individu. Ses valeurs qui vont se refléter sur ses relations avec lui-même, ses relations avec ses parents, avec sa famille, avec sa communauté at large. Et quand on parlait de l'exemple du leadership, aujourd'hui, par exemple, un des centres les plus pionniers en recherche sur le leadership, il résume que tout programme de développement de leadership doit au moins avoir ces trois ingrédients-là, essentiels. Un, des challenges qui vont pousser les gens en dehors de leur zone de confort. Par exemple, diriger une équipe. Donc il faut qu'il y ait ces opportunités-là dans le curriculum pour que les enfants aient l'opportunité de diriger des équipes pour du travail social, par exemple, pour créer des micro-entreprises sociales. Il faut qu'il y ait ces opportunités, qu'on maximise ces opportunités si on veut avoir des jeunes qui développent ces caractères ou ces compétences de leadership. Le deuxième, c'est l'assessment, donc c'est self-assessment plutôt, donc la connaissance de soi à travers des tests psychométriques dans lesquels on découvre nos forces, nos faiblesses, nos talents, nos préférences d'apprentissage, etc. Et le troisième, support en termes d'encouragement, parce que le développement du leadership, ça prend des échecs, ça prend qu'on va tomber, et puis cet encouragement pour se relever, pour poursuivre, est aussi important pour le développement des capacités de leadership. En termes de curriculum, qui va décider comment on peut faire pour développer? Est-ce que c'est possible qu'on développe et puis qu'on n'attende pas du gouvernement qui le développe lui-même ou de l'État qui le développe lui-même par ses propres capacités? Il y a possibilité de faire ça. Donc aujourd'hui, on a des plateformes dans lesquelles on peut faire du crowd design ou du co-design. Donc imaginez avec moi des éducateurs partout dans le monde, et ça commence à se faire aujourd'hui, qui ont des activités d'apprentissage très intéressantes à partager. Donc, ils font des vidéos. Ça, vous pouvez en trouver un sur il y a une plateforme très très bien qui a été par la fondation de George Lucas, le le réalisateur des films Star Wars. Il a une fondation qui est extrêmement active dans l'éducation. Ça s'appelle Edutopia. Alors, vous allez voir que des écoles et des éducateurs de partout aux États-Unis font des vidéos sur certaines activités et donc montrent comment faire ces activités en équipe, comment animer la classe dans ces activités, et puis d'autres éducateurs donc en bénéficient. Donc, il y a possibilité de concevoir des curriculums, différents types de curriculums, à partir d'éducateurs partout dans le monde qui suggèrent ces curriculums-là. Et donc, sur ces plateformes-là, il y a possibilité aujourd'hui de construire ce genre de curriculum avec la supervision peut-être d'experts et d'innovateurs dans le domaine de l'éducation. C'est aussi faisable et ça, c'est peut-être le moyen le plus rapide qui puisse produire des curriculums online de qualité aujourd'hui, qui pourraient être éventuellement adoptés par les États par la suite. Ils sont là, si on les utilise. Et puis tu as des organisations comme Google ou bien comme d'autres qui les reconnaissent, qui reconnaissent ceux qui prennent ces formations. Et ça commence. Il y a edX, il y a Coursera, et puis qui commence à y avoir certaines certifications comme ça. Alors, en termes d'initiative en dehors du système, on avait dit au départ que notre rôle, on pouvait être actif sur 3 niveaux. Soit on est dans le système d'éducation en tant qu'éducateur, de directeur d'école, d'administrateur dans le ministère. On avait dit soit on entreprend des initiatives dans le système, soit on crée des initiatives en dehors du système qui peuvent servir le système, soit on met des pressions, on sait quoi demander et sur quoi mettre la pression aux représentants pour donc forcer qu'il y ait certains changements dans les systèmes. Alors ça, c'est une des initiatives que j'ai prises, qui est toute simple et petite. Je me suis rendu compte que dans notre curriculum de 12 ans, primaire et secondaire, donc on ressort justement avec une connaissance très, on va dire, quasi absente du comportement humain. Donc j'ai décidé de développer une petite vidéo sur le comportement humain, de sélectionner les meilleures vidéos sur YouTube qui parlent du comportement humain, de la psychologie cognitive comportementale. Deuxième élément que j'ai trouvé qui est quasiment absent, c'est comment fonctionnent les systèmes politiques et économiques dans nos sociétés, et donc les systèmes du pouvoir et de la richesse. Alors là aussi, un assemblage des meilleurs, des meilleurs programmes sur YouTube que j'ai trouvé. Et puis l'histoire du monde, qui est importante, l'histoire du comment les sociétés humaines se sont développées, de la simplicité à la complexité. Et savoir comment nos sociétés fonctionnent est indispensable aujourd'hui pour quiconque, ambitionne un certain effet positif sur la société. Voilà, donc c'était les 3 éléments. On a commencé avec une analyse
de la situation, une analyse historique de la situation, d'où viennent ces systèmes d'éducation, quelles sont les idées fondatrices qui les ont forgées. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une ère qui est totalement différente de l'ère industrielle du début du 19e siècle qu'on a mentionné. Quelques idées sur des initiatives pionnières et innovantes dans le domaine de l'éducation vers lesquelles on aspire. Et quelques idées sur les stratégies de transformation. Alors, ce n'est pas exhaustif, c'est quelques idées qui sont présentées ici. J'espère que ça a été utile, qu'il y ait de nouvelles choses que vous ayez découvertes à travers cette présentation. Et la discussion est ouverte et bienvenue pour discuter des éléments qui vous intéressent. Décider que les enfants iraient à l'école pendant 8 heures, de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, 5 jours sur 7, et finalement on a essayé de meubler ce temps-là avec un curriculum. Alors ça, c'est parmi les questions que beaucoup de monde, je vais dire, ne prend pas le temps de se poser. Il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis dans les systèmes d'éducation dans lesquels on évolue. Le rôle de l'État. Alors, est-ce que vous pensez que c'est normal que l'État ait un contrôle absolu sur les curriculums et sur les examens standardisés? Est-ce que c'est quelque chose qui a existé depuis très longtemps dans l'histoire ou c'est quelque chose de plus récent? Est-ce que c'est quelque chose qui est remis en question aujourd'hui ou quelque chose qui est nécessaire et puis qu'on sent que c'est l'avenir de l'éducation, que l'État ne permette, disons, ne permette pas à d'autres curriculums de se développer dans la société et puis qu'on ait des modèles qui compétitionnent ou qui collaborent. Pourquoi est-ce qu'on a un système qui est basé sur la compétition plutôt que sur la collaboration? Est-ce que ces examens qu'on passe avec des questions à choix multiples ou d'autres types de réponses, est-ce qu'elles correspondent véritablement à la réalité des challenges qu'on est censé relever une fois dans le monde professionnel ou dans la vie adulte? Alors en étudiant un peu l'histoire par l'Église, donc pour on va dire pour les prêtres qui étaient formés dans ces écoles-là, et puis pour les enfants de l'aristocratie. Plus tard, chez nous aussi dans la civilisation islamique, on avait à Bagdad, Dar al-Hikma, ou bien Jamiat al-Qarawiyyin, etc. Donc on avait un système dans lequel des savants, donc qui avaient acquis un certain savoir, partageaient ce savoir-là dans des cercles d'apprentissage avec des gens de différents âges, de différentes origines, de différentes cultures, de différentes classes sociales, gratuitement. Et encore une fois, pas d'imposition. Alors c'est jusqu'au début du 19e siècle, ce phénomène d'école publique obligatoire, dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, donc a été créé. Et puis voilà, on avance, on essaie d'intégrer actuellement plus de nouvelles technologies de l'information, etc. Mais les exemples les plus innovants et les plus pionniers sont vraiment ceux aujourd'hui à l'échelle internationale, sont vraiment ceux qui ont remis en question toutes ces structures rigides héritées de la révolution industrielle du début du 19e siècle, complètement remises en question. Et on verra ça dans le courant de la présentation. Très bien. Alors pourquoi sommes-nous tous concernés par cette question de l'éducation? Pourquoi ça nous concerne? Il y a des personnes qui sont des étudiants, des gens qui travaillent, des gens qui sont dans le domaine de l'éducation en tant qu'enseignants ou dirigeants d'école. Mais en quoi est-ce que ça concerne tous les citoyens, cette question d'éducation? Et c'est important qu'on le comprenne. Premièrement, il faut comprendre que ces systèmes d'éducation, c'est peut-être le moyen par excellence, avec les médias aujourd'hui, pour former la conception du monde des citoyens, pour former la manière dont pensent les citoyens et la manière dont ils se comportent, et donc former les attitudes sociales. Alors si aujourd'hui, par exemple, vous découvrez que vous avez une certaine peur de défier l'autorité, que ce soit dans les entreprises ou les organismes dans lesquels vous travaillez, et puis que vous avez peur de la colère de votre supérieur hiérarchique dans ce système pyramidal, peut-être que cette peur a été cultivée par des années dans lesquelles l'instituteur est la force d'autorité par excellence qu'il ne faut pas mettre en colère, qu'il ne faut pas défier, qu'il ne faut pas critiquer et à laquelle il faut obéir et chez laquelle on cherche la guidance et l'orientation. Et puis c'est cette autorité-là qui nous dit si on est bon ou si on est mauvais. Et donc ce jugement-là va faire en sorte de bâtir notre self-esteem et notre confiance en soi. Entrepreneurs. Aujourd'hui, on veut des entrepreneurs dans notre société.
qui crée des entreprises, qui crée de l'emploi. Donc on veut que les jeunes innovent et qu'ils ne se contentent pas d'aller rechercher des emplois, ils attendent qu'on... Alors est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi, pour obtenir une éducation, on doit aller chercher ça dans un établissement fermé, isolé de la communauté, aller dans des salles de classe d'une trentaine d'élèves, avec un professeur, des tables individuelles ou doubles, placées en rangée, faisant face à cet instituteur. Pourquoi est-ce qu'on a des structures temporelles très rigides? On a 1 heure d'anglais, 1 heure d'arabe, 1 heure de mathématiques, tout ça séparé par une sonnerie. Pourquoi est-ce qu'on rassemble les élèves par âge? Pourquoi est-ce qu'on a des classes d'élèves du même âge? Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce que scientifiquement parlant, c'est la conclusion de recherche que l'apprentissage est optimal si on met des élèves du même âge dans une même classe? Alors en termes de curriculum, qui décide vraiment du curriculum ou de ce que les jeunes sont censés connaître ou savoir? Est-ce qu'on a conçu un curriculum et puis ensuite on essaye de créer des plages horaires pour délivrer ce curriculum? Ou bien est-ce qu'on a dit de l'éducation publique, on se rend compte que ce phénomène que l'État prenne le contrôle de tout le système d'éducation avec son curriculum, ses tests standardisés à l'échelle d'une nation, n'est arrivé qu'au début du 19e siècle en Europe. Ce n'est pas ancien, dans la Prusse. Et on verra un peu quelques détails sur ça. Comment est-ce que ce système d'école publique a été conçu de cette manière-là? Et c'est celui qu'on se trimballe un peu depuis 200 ans. On y ajoute quelques innovations incrémentales, mais le système n'est pas remis en question ou radicalement reconçu. Alors dans l'ancien temps, vous avez dans l'Antiquité grecque, c'est vrai qu'il y avait des écoles primaires, secondaires. Primaires, on apprenait surtout à lire, à écrire et à compter. Écoles secondaires, on passait à d'autres disciplines comme les sciences naturelles, la rhétorique, le débat, etc. Mais jamais il n'y a eu obligation pour tous les jeunes d'aller de fréquenter ce système. Il y avait une certaine liberté. La même chose dans le mix des âges. Alors on ne prenait pas les jeunes par groupe d'âge, mais plutôt par niveau d'aptitude et par intérêt. Donc on se retrouvait dans des cercles d'apprentissage où, dépendamment des intérêts et puis des capacités de chaque personne, donc les groupes se formaient, ce qui était plus naturel, bien sûr. Plus tard, au Moyen Âge, en Europe, on a eu les écoles médiévales, donc qui étaient principalement dirigées